mettre en œuvre une stratégie de protection raisonnée adaptée, soit par protection biologique, qui utilise les prédateurs naturels pour détruire les ravageurs, soit par confusion sexuelle, pour empêcher la reproduction des ravageurs, soit par protection chimique raisonnée, qui utilise les pièges et les données bioclimatiques pour mieux cibler les traitements. Voyons dans la pratique comment s'appliquent ces décisions. La protection biologique est une stratégie de lutte qui peut s'appliquer contre les acariens rouges. Ces acariens se rencontrent souvent sur la face inférieure des feuilles, qu'ils piquent pour se nourrir en vidant les cellules. Leur pullulation donne aux feuilles un aspect bronzé caractéristique. Une forte attaque d'acariens gêne le développement de l'arbre. Pour évaluer les risques en hiver, on observe la base de 100 rameaux d'un an. On comptabilise ceux qui ont plus de 15 œufs. Si le nombre de rameaux atteints est inférieur à 40%, on n'intervient pas. Si ce seuil est dépassé, un traitement ovicide peut se justifier avant la floraison en période chaude avec des huiles blanches pour stopper les éclosions. L'évaluation des risques après la floraison se fera tous les 15 jours en observant les feuilles de rosette. Puis, en début de saison, les feuilles du tiers inférieur des jeunes pousses. À partir de juin, les feuilles de la moitié de la pousse. Et de juillet à août, les feuilles du tiers supérieur de la pousse. Si de nombreuses feuilles sont occupées par au moins une seule forme mobile, il faut traiter. Dans le sud-ouest et dans la moitié nord de la France, on tiendra compte des phytocéides prédateurs des acariens rouges. Ainsi, Typhlodromus piri et Amblyceius andersoni. S'ils sont en nombre suffisant dès le mois de mai, ces phytocéides assurent la maîtrise régulière des populations. Ce sont des prédateurs de protection ou de basse densité. Dans le Midi méditerranéen, une autre espèce de phytocéide, Neoceilus californicus, apparaît plus tard, vers la fin juin. Ce phytocéide peut à lui seul anéantir des populations importantes d'acariens rouges. C'est un prédateur de nettoyage ou de haute densité. Le suivi régulier de l'évolution des populations d'acariens et de phytocéides vous indiquera la conduite à tenir. Par exemple, dans ce cas, la population d'acariens n'est pas maîtrisée par les phytocéides, un traitement s'impose. Ici, les phytocéides maîtrisent les populations d'acariens. Le traitement est inutile. La confusion sexuelle est une autre méthode de protection que l'on applique pour lutter contre la tordeuse orientale du pêcher. La chenille de ce papillon creuse des galeries dans les jeunes pousses et les fruits. Ces diffuseurs de phéromones posés dans le verger perturbent les papillons mâles, délaissant ainsi les femelles. La protection commence dès la floraison du pêcher, avant le début des premiers vols. 500 de ces diffuseurs par hectare sont posés dans le verger et sur les bordures. Contrôlez l'efficacité de ces diffuseurs pendant toute la saison. En observant les pièges, on ne doit pas capturer de tordeuses. Sur 50 arbres, observez les pousses et 4 fruits par arbre. Il ne doit pas y avoir d'attaque de tordeuses. Au-delà de 3% d'attaque, un traitement s'impose. Dans les vergers fortement infestés pendant la campagne précédente, et pour les variétés de pêche tardive dont le cycle végétatif dépasse 4 mois,
1 à 2 traitements seront effectués sur la première génération de tordeuses. « 15 jours après les traitements, les diffuseurs sont posés. Ils assureront ainsi la protection des fruits jusqu'à la récolte. La protection chimique raisonnée s'appuie sur la connaissance de la biologie des ravageurs pour mieux cibler les traitements. C'est cette méthode de protection qui est utilisée pour lutter contre le carpocaps du pommier. La larve hiverne sous l'écorce ou dans les bandes pièges déposées au mois de juin. Au printemps, elle se nymphose pour donner naissance à des adultes. Après accouplement, les femelles pondent sur les feuilles 50 à 80 œufs. Ces œufs donnent naissance à des larves. Ce sont ces larves baladeuses qui parasitent les jeunes fruits. Trois semaines à 1 mois après, la larve sort du fruit. Elle se nymphose pour donner une nouvelle génération. Il se produit en général 2 générations par an et parfois 3 générations dans le Midi. La stratégie de lutte consiste à évaluer les risques pour la prochaine campagne. D'une part, en observant à la récolte un échantillon de 1000 fruits, si le nombre de fruits parasités est supérieur à 10, le risque est élevé. Et d'autre part, en relevant au mois d'octobre les bandes pièges posées au mois de juin. Si sur les 30 bandes relevées, le nombre de larves piégées est supérieur à 30, le risque est élevé. Pour bien cibler les interventions au printemps, posez les pièges très tôt. Les pièges sont relevés 3 fois par semaine. Si le risque est élevé, il faudra intervenir dès le début du premier vol. Dans les vergers peu infestés, lorsque le total cumulé des 3 relevés consécutifs atteint le seuil de 3 adultes piégés, il faut également intervenir. La décision d'intervention tiendra compte des conditions climatiques. Après l'apparition des premiers adultes, la ponte aura lieu si la température crépusculaire est voisine de 15 degrés et si les feuilles ne sont pas mouillées. L'éclosion aura lieu si les températures sont suffisantes dans les 20 jours qui suivent la ponte. Des logiciels permettent de modéliser l'évolution des cycles du carpocaps en tenant compte de ces données climatiques pour déterminer les périodes à risque. Selon la période de risque, la cadence des traitements et le choix des produits seront différents. À chaque génération, compte tenu des risques de résistance, on alternera les familles chimiques de produits aux modes d'action différents. Les avertissements agricoles utilisent ces données pour vous aider à bien cibler les interventions. À la fin de chaque génération, contrôlez l'efficacité des traitements. Si 3 fruits sur 1000 sont attaqués, la protection a été insuffisante. Elle devra être renforcée à la génération suivante. Comme pour la tordeuse du pêcher, la confusion sexuelle est également à l'étude sur le carpocaps. Différents diffuseurs hormonaux sont testés pour perturber l'accouplement des adultes. La protection chimique raisonnée s'appuie aussi sur la modélisation des données bioclimatiques pour lutter contre la tavelure du pommier. Cette maladie attaque les feuilles et les fruits du pommier dans le verger et en cours de conservation. Le champignon passe l'hiver sur les feuilles tombées au sol. Au printemps, si les conditions climatiques sont favorables, le champignon libère des spores. À partir du stade CC3 et jusqu'à la fin juin, les premières attaques peuvent se produire. Pendant toute cette période,
on voit apparaître des taches sur les jeunes feuilles, puis ensuite sur les jeunes fruits. C'est la contamination primaire. Sous l'action de la pluie et du vent, de ces taches se libèrent et se dispersent des spores. Ces spores vont provoquer de nouvelles contaminations jusqu'à l'automne. C'est la contamination secondaire. La lutte contre la tavelure consistera donc à enrayer le développement du champignon avant le début de chaque contamination primaire. Pour que la contamination ait lieu, il faut que les ascospores soient arrivés à maturité, que la température et que l'humectation soient suffisantes. Ce sont ces données biologiques et climatiques que l'on enregistre. Ces données sont ensuite analysées avec des logiciels de modélisation pour déterminer les dates des attaques primaires et des risques de contamination d'après les courbes de Mills qui délimitent les zones à risque. Par exemple, la durée d'humectation et la température relevée le 5 mai situent cette journée dans la zone à risque grave. Les valeurs relevées le 25 mai placent cette journée dans la zone à risque moyen, celle du 10 mai dans la zone à risque faible et celle du 8 mai dans la zone sans risque. Les avertissements agricoles et les réseaux de tavelure apportent aussi ces informations sur les dates de risque de contamination. À chaque avertissement de début de risque, vous devez effectuer un traitement. Soit préventif, avant la pluie contaminatrice annoncée avec un produit de contact, soit curatif, avant le 4e jour qui suit le début de la pluie contaminatrice. Les interventions se feront avec un produit pénétrant ou systémique en ayant soin d'alterner les familles de produits. Après ces traitements, observez régulièrement le verger. La présence de taches de tavelure sur les feuilles et les fruits indique un échec du contrôle des attaques primaires. Il faudra traiter pendant toutes les périodes à risque jusqu'à la récolte pour limiter les attaques secondaires. Par contre, si aucun symptôme n'est observé sur le feuillage et les fruits au mois de juin, il n'y aura pas d'attaque secondaire. Les traitements seront donc inutiles jusqu'à la récolte. Alors, raisonnez la protection du verger. Cela va vous permettre de respecter l'environnement, d'agir au bon moment et de produire mieux. C'est pas mal, non ?